Bonjour tout le monde, je vois personne, donc du coup ça fait un peu bizarre, mais je vais essayer de commencer cette présentation, en me présentant, hein, tout simplement. Je suis, Myriam Metouchi, consultante croissance digitale. En gros, j'ai commencé ma carrière, chez Microsoft dans la publicité, au niveau de Bing Ads. En fait, j'aidais les annonceurs à générer un maximum de chiffre d'affaires à partir de leur publicité. Ensuite, j'ai quitté mon poste pour un poste un peu plus 360. Donc j'ai intégré un groupe dans lequel en fait j'étais en charge de mobiliser les différents leviers digitaux pour générer un maximum de chiffre d'affaires. Et c'est là que j'ai découvert le SEO qui est devenu depuis une passion. Donc à la fin de tout ça, j'ai lancé mon entreprise et aujourd'hui ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises qui souhaitent générer un maximum de chiffre d'affaires en mobilisant les bons leviers digitaux, en dépensant le moins possible. Et à côté de ça, j'ai une activité de formation dans laquelle je forme et je coach les CMO, les marketeurs et les entrepreneurs pour apprendre ma méthode SEO et devenir autonome sur le sujet. Donc voilà pour la petite présentation. En gros, l'activité, donc ma partie formation qui s'appelle SEO on Fire, m'a permis de coacher vraiment pas mal de marketeurs et d'entrepreneurs en 2023 et ça m'a permis aussi de faire des constats. Le premier constat, c'est que franchement, on est tous obsédés par le trafic. Pourtant, c'est vraiment pas le KPI SEO le plus important. À chaque fois qu'on pose la question à quelqu'un, à une entreprise: «C'est quoi ton but en SEO?» «J'aimerais générer un maximum de trafic, j'aimerais que le trafic, double, triple et cetera». Mais en fait, on pense pas toujours que, un fort trafic ne signifie pas, déjà, un fort chiffre d'affaires ou beaucoup de conversions. Parce que le plus important, c'est d'avoir du trafic qualifié et pas des, 1 000 000 de visiteurs uniques à présenter. Donc, le deuxième constat, c'est qu'on se lance du coup dans la création de contenu parce qu'on veut un max de trafic, ce qui est logique, mais on n'a pas d'objectif et on n'a pas de tracking clair. C'est-à-dire que, on va se dire: «Tiens, je vais écrire un article cette semaine» et puis ensuite pendant 2 semaines, on n'écrit rien, puis ensuite on va écrire un autre article la semaine d'après. En fait, ça déjà, ça montre qu'il y a pas de cadre et qu'en fait, on n'a pas set-up par mois des objectifs, des OKR ou quoi que ce soit en termes de création de contenu. Idem, on va créer beaucoup de contenu, mais on va pas traquer ce qui se passe dans ces contenus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel contenu de notre site internet va générer le maximum de chiffres, de soumission de formulaire ou d'achat. Du coup, on continue la création de contenu comme ça à l'aveuglette et ça motive personne parce que, du coup, le rédacteur ne connaît pas, clairement, en fait, les retombées de ses activités. Pareil pour le CMO et en fait, tout le monde est un petit peu frustré au fond. Troisième constat, c'est que bien qu'on consomme énormément d'astuces sur le web, clairement, on le fait tous. Je pense que vous comme moi, on est fan des chaînes YouTube, de nos experts préférés qu'on va suivre sur LinkedIn ou sur n'importe quel canal. On va lire tout ce qu'ils nous proposent en termes d'astuces. On va engranger ça dans un coin de notre tête. Parfois, on va prendre des notes. Mais le problème, c'est que le moment où il faut qu'on mette en pratique ce qu'on a appris, ça y est, on est un peu les pétoches ou je ne sais pas ce qui se passe dans notre tête, mais en tout cas, il y a un truc qui bloque et en fait, du coup, tout simplement, on ne passe pas à l'action. Et le quatrième constat, c'est que souvent, on est persuadé de manquer de compétences. Donc je vous passe, toute la psychologie du syndrome de l'imposteur et d'autres choses comme ça, mais je le vois chez énormément de marketeurs et d'entrepreneurs. Des personnes qui parfois ont des postes, incroyables. Je vois chez pratiquement tout le monde un énorme syndrome de l'imposteur, où les gens se disent: «Bon, j'ai pas les compétences. Le SEO, c'est compliqué, c'est pas pour moi, j'y arrive pas». Alors qu'en fait, c'est pas une question de compétences, c'est vraiment une question de méthode et de cadre. Donc dans ce webinaire, ce qu'on va apprendre au-delà des astuces actionnables, c'est comment mettre en place une méthode afin d'obtenir un résultat concret. C'est-à-dire, en gros, on va partir du constat qu'on veut du chiffre d'affaires. Ça, c'est notre objectif. Comment on veut du chiffre d'affaires? On va mobiliser, par exemple, le SEO. Notre SEO, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher peut-être à augmenter le trafic, mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir à nos contenus existants, ou même à ceux qu'on va créer, dans une logique où on va se dire: «Je veux que quand je crée un contenu, ce contenu soit suffisamment attractif pour que la personne qui le lise derrière ait envie de passer à la caisse». Donc ça va être l'objectif de ce webinaire. La première chose quand on a ce type de stratégie,
c'est de cibler les bons mots-clés. Donc les mots-clés que j'appelle les mots-clés les poules aux œufs d'or. Donc ces mots-clés-là, on sait en fait il y a différents types de mots-clés, différents types d'intentions de recherche derrière. Parfois, les gens tapent des requêtes avec une intention de trouver une information, tout simplement. Il y a des gens qui vont taper une requête avec l'intention de trouver différentes solutions et de les comparer. Et il y a des gens qui vont taper des requêtes avec l'intention de passer à la caisse. OK? Dans un premier temps, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est cibler ces gens qui souhaitent passer à la caisse. C'est très important dans une stratégie de contenu de ne pas balancer, plein de mots-clés, différents, dans son planning éditorial. On doit prioriser ces mots-clés. Commencer par les mots-clés qui nous rapportent du chiffre parce que de toute façon, on sait que le SEO, ça prend du temps. Donc autant commencer par ces mots-clés-là parce que c'est eux qui vont payer dans 2-3 mois et ensuite on va remonter un petit peu l'entonnoir dans le parcours d'achat de considération et dans le parcours d'achat d'information. Donc là, par exemple, on a une capture d'un outil de recherche de mots-clés. On va se mettre dans la peau d'une entreprise qui, crée des compléments alimentaires. Ça marche pour les compléments alimentaires, ça marche si vous voulez vendre des fenêtres, des baguettes de pain, tout ce que vous voulez. En réalité, ça marche pour tout. Mais là, dans ce cas pratique, on va, tester sur les compléments alimentaires. Donc, on va se dire que dans notre entreprise qui commercialise des compléments alimentaires, un des produits phares, c'est le complément alimentaire pour cheveux. Là, l'idée, ça va être du coup de faire une recherche de mots-clés. La majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir le volume de recherche. OK, 3,6 K de recherche par mois, c'est vraiment pas mal. La difficulté du mot-clé, elle est seulement de 25 ce qui est vraiment pas mal. Ça nous montre que c'est un mot-clé qui a du potentiel et ensuite, en général, on s'arrête là. Or, on ne doit pas s'arrêter là. Déjà, on doit regarder la majorité des mots-clés qui sont autour de ce mot-clé-là. C'est-à-dire que quand je tape complément alimentaire, cheveux, en général, sur n'importe quel outil de recherche de mots-clés, on va me proposer des idées de mots-clés, on va me proposer des mots-clés associés. Il faut vraiment que je regarde ces mots-clés-là, parce que je peux trouver des mots-clés qui sont plus intéressants. Et ensuite, je vais rechercher aussi l'intention. Qu'est-ce qui se passe derrière, dans l'esprit de la personne qui tape complément alimentaire pour cheveux? Quand du coup, je cherche un peu plus, enfin, je clique sur l'ensemble des mots-clés qui sont liés à ce mot-clé-là, je vois ici dans la colonne intention qu'il y a des mots-clés avec une intention informationnelle et une intention, transactionnelle. On a des mots-clés ici avec le petit c qui sont avec des, intentions commerciales. Nous, l'idée, c'est que vraiment, on va essayer de cibler ces mots-clés-là. Tous les mots-clés qui sont transactionnels et qui sont commerciales en premier. Ça doit vraiment être les premiers qui atterrissent sur notre planning éditorial. Donc quand je me focalise sur un mot-clé, comment je fais pour choisir lequel est le plus important, le plus intéressant? D'abord, je vais regarder son volume, je vais regarder sa difficulté et je vais regarder aussi l'intention qui se cache derrière. Ensuite, parce que du coup, je vais me retrouver avec des centaines et des centaines de mots-clés, l'outil en général va toujours nous proposer énormément de mots-clés. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je priorise les mots-clés. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter la pertinence de chaque mot-clé de 1 à 3. 1, c'est pour le plus pertinent et 3, c'est pour le moins pertinent. Par pertinence, ce que j'entends, c'est en gros la pertinence business. C'est-à-dire, moi, mon entreprise de compléments alimentaires, par exemple, elle commercialise des compléments alimentaires pour les cheveux, par exemple de la biotine ou des choses comme ça. Par contre, elle ne commercialise pas des levures de bière. Ça veut dire que si je tombe sur biotine, je vais mettre 1 parce que oui, effectivement, je commercialise de la biotine. C'est un complément alimentaire pour les cheveux, donc la pertinence va être de 1. Par contre, je ne commercialise pas de levure de bière, donc je vais mettre 3. OK? Donc en gros, ça ressemble à ça, sur un échantillon de mots-clés qu'on a choisi. Donc moi, j'aime bien mettre tous mes mots-clés dans un G-sheet après pour mieux les trier, on va dire. Donc là, en gros, j'ai trié mes mots-clés, enfin une partie de mes mots-clés, et j'ai noté dans cette colonne relevance, donc pertinence, ce qui m'intéresse en termes de mots-clés, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le moins pertinent. Donc par exemple, je sais que je commercialise aussi des compléments alimentaires avec du fer, donc je vais mettre 1. Par contre, je ne commercialise pas mes compléments alimentaires en pharmacie. J'ai juste un site internet pour les commercialiser. Donc là, je vais mettre 3. OK? Donc je pense que tout le monde a vu l'idée.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un truc qui a l'air beaucoup plus difficile, mais en fait qui ne l'est pas du tout, hein, je vous rassure. Moi, j'étais nulle en maths à l'école, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment pas, quelque chose de compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule qui s'appelle le KEIR, qui permet d'évaluer l'intérêt d'un mot-clé en prenant en compte toutes les informations qu'on a vues jusqu'à présent. Donc le volume de recherche, la difficulté et aussi la pertinence business. Donc en gros, le KEIR, il se calcule comme suit. On va faire entre parenthèses 4 moins P, donc P c'est notre score de pertinence qu'on a vu tout à l'heure, 1 le plus pertinent, 3 le moins pertinent, divisé par 3, multiplié par, entre parenthèses, le volume de recherche, divisé par ce qu'on appelle la concurrence, et donc ça va être le nombre de résultats de recherche. Le nombre de résultats de recherche, tous les outils au global, normalement, enfin la majorité des outils de gestion de mots-clés, nous donnent cette information-là, donc c'est pas compliqué de la retrouver. On va mettre ça dans notre Excel ou dans notre G-Sheet et au final, ce qu'on va voir, donc on a ici sur le côté la colonne KEI. On va pouvoir l'étendre sur tous les mots-clés et ça va nous donner en fait un nombre. Et en fait, le nombre le plus haut, ça veut dire que vraiment, on est sur quelque chose, on est sur un mot-clé qui est vraiment, vraiment intéressant pour notre business. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on trie et qu'on priorise nos mots-clés. La deuxième chose maintenant qu'on va faire, une fois qu'on a priorisé nos mots-clés et qu'on sait à quoi s'attaquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer dans la tête de notre cible. Ce que j'appelle le profiling. Alors le profiling, c'est vraiment pas faire un persona, hein. Il y a une différence entre les 2. Faire un persona, pour moi, c'est, dire par exemple: «Jennifer a 35 ans, elle habite en banlieue, elle aime bien faire du vélo le dimanche» et cetera. Moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Le profiling, c'est rentrer dans la tête de sa cible au point de savoir ce qui l'effraie, quels sont ses freins, pour pouvoir ensuite, en fait, écrire quelque chose qui va la rassurer, qui va lever ses différentes objections et surtout quelque chose qui va se différencier de la concurrence parce que vous n'êtes pas les seuls à commercialiser des compléments alimentaires, il y en a plein et vous n'êtes pas les seuls à créer des articles. Donc comment on fait pour se différencier? On va rentrer concrètement dans le sujet. Aujourd'hui, on pense que créer du contenu avec ChatGPT, ça suffit. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que oui, effectivement, on peut passer à 25 000 utilisateurs en utilisant ChatGPT. C'est pas faux. On peut créer plein de contenus et forcément notre référencement, il va, monter en flèche. Est-ce que notre référencement, il va monter en flèche sur la longue durée? Là-dessus, j'ai un peu plus de doutes. Est-ce que les gens vont convertir en atterrissant, sur nos contenus ChatGPT? Là aussi, pareil, j'ai des doutes. ChatGPT, c'est un super outil, mais par contre, toute la phase de recherche avant de l'utiliser, ça doit revenir à un être humain. On peut pas dire tout simplement débarquer un matin et dire à ChatGPT: «Écris-moi un article sur les compléments alimentaires pour cheveux», si on n'a pas fait nos recherches, si on n'a pas fait notre profiling avant. Une fois qu'on a fait toutes ces recherches-là, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à nos fins et c'est comme ça que la personne va arriver sur notre contenu au lieu de se dire: «OK, c'est un digeste» et en fait, OK, c'est cramé que le mec ou la nana a utilisé de l'IA. Elle va se dire: «OK, cette personne-là me comprend vraiment, j'ai vraiment envie d'acheter chez eux». C'est là toute la différence. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec l'IA, c'est que le problème principal que ça génère, c'est qu'en fait, les contenus en général sont insipides. Donc on va souhaiter se positionner sur une requête. On a seulement 2 choix. Soit on écrit un contenu qui ressemble aux autres. Donc là, je vous ai donné un exemple. Je crois que c'est sur la requête levure de bière. On a 3 sources différentes. Donc la première source ici, ça va être un article qui va nous expliquer c'est quoi la levure de bière, donc que c'est un complément alimentaire pour renforcer les cheveux et qu'ensuite, bah, dedans, il y a de la vitamine B1, B5, B8, B9 et cetera, machin. Ensuite, on va avoir un deuxième article qui va nous parler pareil de la pousse de cheveux et ensuite il va nous parler des vitamines B3, B6, B8, B12 et cetera. Clairement, là, comme ça, à vue de nez, hein, même si les phrases sont différentes, pour moi, les 2 relayent la même information. Je ne vois pas de différence majeure entre ces 2 articles. Troisième article. Pareil, on va me dire ici que les cheveux ont besoin de vitamine B qui stimule la synthèse de la kératine. Donc franchement, à la fin de cette lecture-là, je suis persuadée qu'il me faut de la vitamine B. Mais qu'est-ce qui fait que je vais acheter chez Source 3 plutôt que Source 2 ou Source 1? Au final, ils m'ont apporté la même information. Donc moi, je me sens pas
plus attaché émotionnellement à un de ces 3 articles. Donc je vous montre en gros comment on va montrer à notre cible qu'on la comprend, en rédigeant un contenu qualitatif qui va se différencier des autres. La première chose, c'est qu'on va aller sur Amazon. Pourquoi Amazon? Parce que, bah, sur Amazon, il y a plein de gens qui donnent leur avis et il y a plein de gens qui posent des questions. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, notre produit, clairement, il y aura toujours quelqu'un derrière pour poser des questions et pour nous parler d'un sujet, en fait, ou de quelque chose qui les taraude. Et il faut pas s'imaginer que Amazon, c'est que des produits, physiques, hein. Si par exemple, je vends un service, je peux aller regarder les avis qui sont derrière un livre qui traite de cette thématique de la thématique de mon service, par exemple. C'est comme ça aussi que je vais pouvoir analyser la psychologie de mes utilisateurs. Donc là, par exemple, pour notre sujet de compléments alimentaires pour cheveux, j'ai regardé sur certains concurrents qui vendent ça et en fait, en termes de questions, les gens vont poser des questions comme: «Est-ce que ça fait prendre du poids?» Est-ce que ça fait pousser les ongles? Est-ce que ça fait pousser aussi les poils? C'est quelque chose aussi de logique de se dire: «Si je prends un complément alimentaire pour faire pousser mes cheveux, est-ce que ça va faire pousser autre chose? Est-ce que le produit est végan?» Et cetera, nin. Tout ça, c'est des questions que je vais noter parce que ce sont des questions importantes. C'est des questions qui taraudent ma cible. Plus que: «Est-ce qu'il y a de la vitamine B?» Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait de la vitamine B dedans. On va regarder aussi le nuage de mots-clés qui est proposé par Amazon. Hem, donc ça nous permet en fait de savoir que, par exemple, sur ce complément alimentaire-là, les gens ont bien aimé le goût framboise, le fait qu'il y a un bon goût, ça c'est quelque chose d'important pour eux. Qu'ils redoutent le fait qu'il y ait aucun effet, ce qui est logique, qu'ils parlent des cheveux et des ongles, pas uniquement des cheveux, et cetera, en fait. En regardant tout ça, déjà, ça nous donne un petit peu une ambiance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi se rendre sur Quora. Quora qui, ça ressemble un peu à Reddit, le truc, des États-Unis. En gros, Quora, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un site, sur lequel les gens vont poser des questions et ensuite d'autres personnes vont répondre et en fait, on va voter pour la meilleure réponse. Et donc la meilleure réponse va ressortir en premier. Donc là, par exemple, concernant les cheveux, donc la pousse de cheveux, on voit, qu'il y a des gens qui se posent la question de, hem, en fait, tout simplement, comment se remettre d'une perte de cheveux après, un accouchement. Ça, c'est quelque chose qu'on sait que ça peut tarauder une partie de notre cible. Oui, effectivement, il y a des femmes qui viennent d'accoucher, qui peuvent perdre des cheveux et elles ont besoin de quelque chose pour reprendre un peu confiance en elles, pour retrouver leurs cheveux d'avant et cetera. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a des gens aussi qui vont poser la question du côté plus vite. Comment faire pousser plus rapidement mes cheveux? Donc ça aussi, je sais que c'est quelque chose qui va tarauder ma cible. OK? Donc là, je vous donne différents exemples pour faire un profiling et pour vraiment se dire: «OK, donc ma cible, elle est intéressée par, au final, le goût, la pousse de poils. Elle est intéressée par aussi le fait les des cheveux crépus. Est-ce qu'un complément alimentaire, pour cheveux va fonctionner sur des cheveux européens et aussi sur des cheveux crépus ou seulement sur des cheveux européens?» Il y a des gens qui se posent la question, donc ça vaut le coup de leur répondre. Sur la perte de cheveux, sur le temps nécessaire au résultat et cetera. En fait, rien qu'en ajoutant ces informations-là dans mon contenu, et ben, je me différencie. Ça veut dire que la personne qui a eu l'habitude de lire 3 articles qui lui racontent qu'en gros, un complément alimentaire, s'il y a de la vitamine B dessus, elle va finir par tomber sur mon article qui est complet et qui traite des questions de tous mes utilisateurs et en fait, elle va se dire: «OK, je sens que cette entreprise me comprend. Donc j'ai plus envie d'acheter chez cette entreprise». Donc en fait, profiler sa cible, finalement, c'est aller beaucoup plus loin que construire un persona. C'est d'identifier les questions qui taraudent notre cible, ses craintes, ses espoirs et ses freins. Il y a un super outil qui s'appelle l'Empathie Map que vous avez certainement déjà vu, qui nous permet en fait justement enfin tout simplement de rassembler toutes les informations qu'on a pu apprendre sur notre cible. Et moi, il y a vraiment 2 parties qui sont très importantes, très intéressantes pour moi sur cette Empathie Map. C'est la partie problème, peur, frustration, obstacle et la partie aspiration, souhait et rêve. En remplissant ce fichier-là, déjà, vous avez vraiment on va dire, une bonne recherche utilisateur. À partir de ça, vous pouvez manier l'IA pour qu'elle aille dans votre sens. Donc juste une chose, ça fonctionne aussi en B2B. S'il y a certaines personnes qui se posaient la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi l'utiliser en B2B. En B2B, il y a un outil qui est génial,
qui s'appelle Crystal Nose. En gros, Crystal Nose, c'est une extension qu'on va installer sur LinkedIn et en fait, on va la déclencher sur le profil d'une personne avec qui on a parlé, avec qui on a envie de parler pour, je sais pas, proposer notre produit ou autre chose et ça va nous permettre, en gros, d'avoir des insights sur sa personnalité. Donc je vous invite vraiment à tester cet outil si vous ne le connaissez pas déjà, donc à l'installer, sur votre LinkedIn et à le déclencher sur votre propre profil ou des profils de personnes que vous connaissez. Parce que ça en dit vraiment long, ça va vous montrer comment communiquer avec la personne, donc tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut ne pas faire, comment par exemple, lui faire un sales speech ou qu'est-ce qui va l'enthousiasmer et au contraire, qu'est-ce qui va la drainer. Pour le coup, je l'ai déclenché sur pas mal de profils, dont le mien et c'est vraiment assez flippant à quel point c'est, proche de la vérité. Donc je vous invite vraiment à regarder Crystal Nose. Maintenant qu'on a fait tout ça, donc on a identifié nos mots-clés prioritaires. On a fait notre phase de recherche d'utilisateurs, on a essayé de rentrer dans leur tête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le copywriting, donc l'écriture persuasive, pour écrire un article qui n'est pas comme les autres. Constat: quand on tombe sur un article, tout se joue dans les premières lignes, à savoir l'introduction. Si l'introduction est ratée, ça ne donne pas envie de poursuivre la lecture et encore moins de passer à la caisse, clairement. Je vous donne un exemple et désolée, j'espère que la personne qui a rédigé cette introduction n'est pas dans le dans le chat, mais en gros, c'est juste pour montrer en fait, les faiblesses de certaines introductions. Ici, on a un article qui démarre par: «Les cheveux sont un véritable atout beauté aussi bien pour les femmes que pour les hommes». Déjà, dès la première phrase, cette introduction, elle m'a perdue parce que, en fait, je sais bien que les cheveux sont un atout beauté. Le simple fait que je fasse des recherches pour améliorer la pousse de mes cheveux ou la force de mes cheveux, montre que je suis au courant de ça. Donc moi, personnellement, on m'a perdue jusque-là. C'est trop bateau pour moi. Donc en gros, quelques bonnes pratiques. Par contre, juste d'un point de vue purement SEO, effectivement, cette introduction, elle remplit le taf parce que, on a le mot-clé «faire pousser ses cheveux», on l'a aussi ici. Si on s'arrête qu'au SEO, clairement, ça va. Mais moi, je parle d'après. Faire plus que du SEO, faire du SEO qui génère de l'argent. Est-ce que la personne aura vraiment envie de passer à la caisse, même si l'article il rank en 3e? Là-dessus, j'ai des doutes. Donc quelques bonnes pratiques pour créer une introduction. D'abord, on introduit le problème dans l'introduction. Pleine tête, comme on dit. Là, directement, en première ligne, on envoie le problème. On donne un aperçu au lecteur pour qu'il sache, en fait, ce qu'il va savoir en lisant l'article. Parce que les gens n'aiment pas perdre leur temps et clairement, passer du temps à lire des articles qui ne leur apportent pas de la valeur ajoutée, ça crée une énorme frustration et il y a tellement de contenus qui sont sans valeur ajoutée que les gens, déjà, dès qu'ils arrivent sur un article, ils sont méfiants. Donc il faut les rassurer, il faut leur dire: «Dans mon article, tu vas apprendre ça, 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 ça. Mon article, il est pas comme les autres». OK? Utiliser des bullet points, c'est aussi une façon d'aérer et d'attraper, en fait, son attention plus facilement. L'intro, elle doit être courte, elle doit interpeller, elle doit pas endormir notre lecteur. Il y a un framework que j'ai inventé qui s'appelle PAT, que vous pouvez utiliser. Donc PAT pour problème, on mentionne le problème, on appuie légèrement sur le problème, pas à peine non plus d'en faire des caisses, mais on appuie quand même un peu. On donne un aperçu de l'article, les grandes lignes qu'on va aborder. On fait un teasing sur les bénéfices, à savoir, en lisant cet article, tu vas pouvoir faire ça, ça, ça et ensuite on fait une phrase de transition. Là, je donne un exemple d'une introduction qui me paraît vraiment, vraiment top. Déjà, la première phrase, c'est: «Désespéré d'attendre que vos cheveux poussent pour avoir de beaux cheveux longs, vous n'êtes pas seul. On finit tout un jour ou l'autre par s'impatienter devant le miroir». Bam! On a envoyé le problème. Première ligne. En plus, on s'adresse directement au lecteur, donc on attire son attention. Donc là, déjà, je suis dedans. Derrière, est-ce qu'il existe des trucs qui fonctionnent vraiment pour faire pousser les cheveux plus rapidement? Pour démystifier le vrai du faux parmi toutes les astuces qui circulent, nous sommes allés poser la question à Justin nanana, qui est copropriétaire et coiffeur du salon truc. D'entrée de jeu, il nous dit
qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de recette magique. Tout passe par des cheveux en santé et des bons soins quotidiens. Je vous explique tous les leviers psychologiques qui ont été enlevés rien qu'avec ce paragraphe. Le premier levier, c'est que les gens sont toujours méfiants, surtout sur internet. Ils savent qu'il y a beaucoup d'intox. Donc du coup, les recettes miracles de, «Fais ça et puis tes cheveux, ils vont pousser de 15 centimètres en 3 heures et demie». Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de tactique et du coup, ça engendre énormément d'utilisateurs méfiants. Donc je rassure la cible. Je lui explique qu'en gros, dans mon article, elle va pas apprendre des techniques de gourou, elle va apprendre, en fait, tout simplement la simple vérité sur la pousse de cheveux. Deuxièmement, j'ai recours à quelqu'un qui est expert dans le domaine. Donc ça ajoute de la crédibilité, de l'autorité à ce que je dis. Et troisièmement, dans ce qu'on disait, il y a pas de recette magique et cetera et là, ensuite, ils ont pu mettre une transition. Heureusement, on peut quand même donner un coup de pouce à nos cheveux pour qu'ils soient voici 8 trucs qui fonctionnent bien pour avoir qui fonctionnent vraiment. Donc vous avez vu, ils ont bien dit 8 trucs qui fonctionnent vraiment pour avoir des cheveux en santé qui poussent bien. Ça, c'est une introduction, je lui donne 10 sur 10 parce que, du coup, elle a enlevé tous les leviers psychologiques, elle a su attraper l'intérêt de l'utilisateur et en fait, en même temps, elle va montrer, voilà, les choses qui, fonctionnent, vraiment pour notre utilisateur. Donc pour construire un article qui plaît, on peut utiliser différents frameworks de copywriting. Il y a le fameux framework AIDA et il y a mon préféré qui s'appelle le framework PASS. Le framework PASS, c'est Problem, Agitate, Solution. Donc problème, d'abord, je commence directement par le problème. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes désespéré d'avoir des cheveux plus longs ou d'avoir plus de cheveux ou n'importe. Ensuite, j'agite le problème. Là, cette personne, par exemple, dans son problème, c'est qu'elle dit qu'elle a l'impression de ne jamais avoir le bon mot, ne jamais dire le bon mot. Ensuite, elle va l'agiter en disant qu'elle a toujours eu du mal à discuter en public, à faire du networking, que les relations avec les autres sont extrêmement stressantes. En fait, quand elle agite le problème, c'est pour que la personne s'identifie. Et ensuite, elle va proposer la solution. Comment j'ai fait pour arrêter d'être cette personne bizarre, dans des rassemblements, sociaux? J'ai fait ça, 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 ça. OK? Ça, c'est vraiment un framework qui fonctionne du tonnerre. Tout le monde, quand on lit ça, même quand on ne se sent pas directement visé, on lit, d'une traite parce que c'est fluide, en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la dernière étape, c'est qu'on va utiliser le bon appel à l'action au bon moment. Déjà, un petit rappel sur le parcours d'achat. Je sais qu'on le connaît relativement tous, mais c'est bien d'avoir, toujours un rappel parce que justement, je trouve qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont en mode bourrin sur les call to action. C'est-à-dire dès qu'on fait un article, on va essayer de pousser, sa solution au maximum, alors que la personne parfois elle est tout simplement pas prête et donc du coup ça va lui créer une frustration, une angoisse. Donc en gros, c'est très important d'utiliser le bon appel à l'action au bon moment du parcours utilisateur. Donc il y a que 3 grandes étapes dans le parcours utilisateur. Il y a la prise de conscience, c'est-à-dire que la personne sait qu'elle a un problème, elle cherche à se renseigner sur le sujet pour justement, nommer son problème, en gros, savoir c'est quoi tout simplement. Ensuite, elle va passer en gros à l'étape de considération, c'est-à-dire que maintenant qu'elle a identifié son problème, elle va chercher à comparer différentes solutions et enfin, elle va passer au stade de décision. D'accord? Donc elle a vu différentes solutions qui s'offrent à elle. Maintenant, elle est prête à acheter une solution. OK? À passer à l'action. Adapté à notre cas. Je rappelle que nous, on commercialise des compléments alimentaires pour cheveux. Donc, prise de conscience, on va créer des articles qui, par exemple, traitent de l'alopécie, donc la perte de cheveux. Quels sont les symptômes de l'alopécie? Est-ce que l'alopécie est grave? Comment ça se soigne? Etc. Ça, c'est au niveau de la prise de conscience. La personne perd ses cheveux, mais elle ne sait pas mettre un nom dessus. Nous, on met un mot dessus. On lui dit que ça s'appelle l'alopécie et on lui explique comment ça fonctionne. Ensuite, au niveau de la considération, elle va comparer différentes solutions. Les différentes solutions, on va traiter du coup de la greffe de cheveux, de la micropigmentation, des traitements médicamenteux et des compléments alimentaires. Moi, je recommande toujours de traiter de tout ça, de toutes les différentes solutions, même quand c'est des solutions qu'on ne commercialise pas forcément. Tout simplement parce que parfois on peut, dire aux gens,
avec notre solution, bah, ça peut être la première étape, tester et puis si ça fonctionne pas, vous pouvez envisager, quelque chose de plus lourd que, parce que la greffe de cheveux, parfois ça peut fonctionner, parfois les compléments alimentaires, ça peut fonctionner aussi. Donc bref, c'est toujours intéressant de parler de différentes solutions et de les comparer. Et ensuite, phase de décision, là, elle va taper complément alimentaire cheveux ou directement, bah, le complément qu'elle connaît, biotine ou quoi que ce soit, ou le verre de bière ou n'importe. Donc les différents CTA, les call to action qu'on va, adapter pour ces différents parcours d'achat. Au niveau de la prise de conscience, on va envoyer à la personne des livres blancs, des études, des guides, des rapports, parce qu'on cherche à l'informer, on cherche à la rassurer, on cherche à créer un lien entre elle et nous, pour lui dire: «On n'est pas une entreprise de pimpins, on fait des produits quali, on a des études quali et on sait de quoi on parle». Ensuite, au niveau de la considération, on va lui montrer donc des webinars, des tableaux comparatifs, des études de cas, des tests produits. Ça va lui permettre de faciliter sa prise de décision. Et enfin, au niveau de la décision, quand elle est prête, là, on lui pousse des promotions et des offres, des témoignages, des consultations gratuites et des diagnostics offerts. Je vais vous montrer un exemple du coup de HubSpot qui pour moi a toujours été, un pionnier du call to action parce qu'ils en mettent tellement dans leurs articles que franchement, il faut vraiment être aveugle pour passer à côté. En gros donc du coup HubSpot, là je suis sur un article qui s'appelle «10 conseils pour un email de prospection réussi», plus exemple. Déjà j'ai un premier call to action ici qui m'agresse visuellement et c'est: «Faites vos premiers pas». Ensuite, j'ai un encart avec un call to action: «Téléchargez le guide». Ensuite, juste après l'introduction, j'ai un lien gros, du coup, qu'ils ont fait en plus gros, téléchargement modèle, d'emails commerciaux. Donc déjà, sur le header, là, j'ai 3 call to action qui m'agressent. Ensuite, je vais scroller un petit peu et en plein milieu de l'article, je vais tomber sur, ce formulaire intégré, bah, qui va me pousser à télécharger les modèles. Et enfin, quand j'arrive à la fin de l'article, et ben, je vais avoir encore une bannière pour me rappeler que je peux toujours télécharger les modèles d'emails commerciaux. Pour certaines personnes, ça peut faire trop. Pour moi, je sais que ça fonctionne. Clairement, ça fonctionne. Quand vous faites un article, mettez le bon call to action dans le header, après l'introduction, au milieu de votre article et à la fin de votre article. Ce sera jamais trop si c'est le bon call to action. Si c'est le mauvais call to action, que par exemple vous incitez à l'achat alors que la personne est en stade informationnel, là vous allez créer de la frustration. Mais si c'est le bon call to action, vous allez voir votre taux de conversion, il va grimper en fléchette. Voilà, ben, du coup on arrive au bout de ce webinaire. J'ai un petit bonus pour vous. C'est, en gros, comment utiliser ChatGPT pour comprendre les objections de ma cible et les utiliser afin de créer un meilleur contenu et un meilleur produit. OK? Parce que le pouvoir immense qu'on peut avoir quand on a bien compris notre cible, c'est qu'autour, on va pouvoir améliorer notre façon de parler à notre utilisateur, mais on va aussi améliorer le produit qu'on crée derrière. Ça, c'est très important, d'utiliser sa phase de recherche pour améliorer son produit. Donc par exemple, moi, quand j'ai eu envie de lancer ma formation SEO, j'ai écrit sur ChatGPT: «J'ai envie de lancer une formation SEO, peux-tu me fournir une analyse générale des commentaires négatifs fréquemment associés aux formations SEO?» Je voulais créer une formation SEO qui se différencie de la concurrence. Je voulais que ce soit quelque chose qui soit ultra quali et qui enlève tous les leviers d'objection possibles. Mais je connaissais pas les leviers d'objection. Donc j'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT a fait une analyse des commentaires négatifs et il m'a dit par exemple que, bah, la première objection, c'est le manque de contenu actualisé. On va acheter une formation SEO et 10 ans plus tard, le truc sera complètement obsolète. Donc du coup, j'ai décidé de mettre à jour ma formation chaque année. Les promesses non tenues, ça a été la deuxième objection. Du coup, moi, ma formation, je ne l'ai pas appelée «Devenez premier sur Google» parce que c'est ridicule de dire ce genre de choses étant donné que ça dépend du mot-clé et ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc je ne l'ai pas appelée comme ça, je l'ai appelée différemment pour montrer, en fait, un résultat qui est plus atteignable, en fait, et moins, m'as-tu vu. 3e chose, manque de support ou de suivi. Les gens peuvent se sentir livrés à eux-mêmes. Donc du coup, j'ai décidé d'ajouter 1 heure de coaching. Ensuite, le manque de cas pratiques ou d'exemples concrets. Du coup, je me suis dit à chaque fois que j'explique un truc théorique, je l'explique derrière en termes pratiques, comme je l'ai fait par exemple avec les compléments alimentaires.
Ça, c'est ultra puissant et ça, je trouve que franchement, c'est un des super pouvoirs de ChatGPT. Donc vraiment, je vous invite à utiliser ChatGPT dans ce sens. Hem, Posez-lui les questions, demandez-lui tout simplement de faire une synthèse des commentaires négatifs sur votre produit ou, votre formation ou votre service, tout simplement parce que en gros, il va vous faire ressortir des infos qui sont vraiment très, très, intéressantes que vous allez pouvoir utiliser non seulement pour améliorer votre produit, mais aussi dans votre copywriting. Parce que sur votre copywriting de page de vente, vous allez pouvoir dire aussi que, par exemple, ben, vous actualisez votre formation et cetera, machin. Voilà. Donc je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire du coup. Donc si vous avez des questions, je sais pas, je crois que j'ai fini un peu en avance ou je sais pas si c'est pile poil le bon moment. Ah, Baptiste est muté. Ah, je t'entends toujours pas. Et Tu là, m'entends? normalement, c'est bon. Ah oui, là nickel, je t'entends, Ok, super. super. Ouais, c'est parce que j'ai un super micro du top, mais quand tu appuies sur mute sur le micro, évidemment. Merci beaucoup, Udot. Tu as fini 4 minutes en avance. Ah! Ouais. Aucun problème, c'est parfait niveau timing. Heureux. Merci, Jackie. Merci beaucoup pour cette conférence, super, super intéressante. J'ai suivi un petit peu pendant ta On a pas mal conférence. de questions, Ouais, on c'est a ce que je suis en beaucoup de train de lire en même remerciements. temps. Et on Donc, est eh plus bien, de on 300 va passer aux personnes. questions. Alors, Jackie, tu veux les lire les questions ou Oh non? bah moi je suis encore au merci, c'était passionnant, super, merci beaucoup, top, très intéressant, merci, top, merci Myriam. Enfin voilà, on a beaucoup, C'est beaucoup que des de, remerciements. c'est ça, T'as beaucoup de fait l'unanimité, je positifs. crois. C'est génial. Alors oui, on a quelques questions, tout. J'en affiche la première, celle de Mathieu, qui était en début de Vas-y. conférence. Mathieu qui demandait pourquoi différencier le mot-clé avec et sans accent. Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a certains mots-clés, on va voir sur nos outils que, le volume de recherche va être différent en fonction de l'accent. Maintenant, il y a 2 choses à faire. Moi, j'aime bien prendre les 2, c'est-à-dire qu'on va pas créer 2 contenus différents, hein. Surtout pas un contenu avec, l'accent et un autre contenu sans accent, parce que ça va être de la cannibalisation, ça va être horrible. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, on va prendre la version avec accent, on va la mettre donc dans nos H1 et dans nos zones chaudes et on va utiliser le mot-clé sans accent dans la balise alt, par exemple, des images. On va essayer de le cacher un petit peu, mais pour qu'il soit quand même présent dans notre contenu, en gros. Parce qu'effectivement, oui, il va y avoir des gens qui vont le taper sans accent, il va y avoir des gens qui vont le taper avec accent, mais moi, je recommande toujours d'utiliser les 2 sur le même contenu. Si vous avez vraiment trop de mal à vous dire: «Ouais, les gens vont avoir l'impression que j'ai fait une faute d'orthographe dans mon article», utilisez-le dans la balise alt des images, en fait. Comme ça sera caché, les gens ne le verront pas. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Mathieu. Super, alors moi j'avais une question. Notamment, tu vois, tu parles du parcours d'achat, et des CTA. Heu, est-ce que tu penses que au fil des années, ton point de vue en fait, hein, concrètement, ça a changé? Je veux dire, ça a évolué petit à petit, tu vois, depuis le temps que tu es sur le web? Est-ce que tu as vu des évolutions? Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est toujours pareil? Grosse question, hein, grosse question. Je pense que oui, de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que ça change de plus en plus parce que j'ai l'impression que, heu, les algorithmes deviennent de plus en plus forts. Parfois, ça devient un peu même flippant, de voir à quel OK. point ils sont capables de comprendre l'intention d'une personne et effectivement, quand on voit l'intention de recherche, là, ce que je constate, c'est que sur certains mots-clés qu'on va taper, on va avoir des landing pages, parfois on va avoir d'autres types de contenus qui sont radicalement différents et on va avoir ce type de résultat directement dans les 10 premiers sur Mmh. Google. Ce qui me fait penser qu'en fait, oui, maintenant, ils sont carrément aptes à comprendre l'intention derrière une requête. Donc, c'est ultra important aujourd'hui d'utiliser le bon call to action ou la bonne façon de s'adresser en fonction de cette intention de recherche-là. Si j'écris un article informationnel sur une requête qui est transactionnelle, Mmh. mon article, il va finir en page 2, page 3. Il sera jamais en page 1 parce qu'en page 1, on retrouvera que des landing pages
et que des formats de contenu qui s'adressent à un public qui est sur le point d'acheter, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, super, bah, merci pour tes éclaircissements. On a de nouvelles questions. Ouais, bah, je les affiche dans l'ordre, ça vous va? Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, The Ishamino 10 qui demande pour le référencement organique d'un site internet, vaut-il mieux faire un site one page ou un site plusieurs pages? La Merci pour ta question, réponse. le classique. Ouais. Alors moi, c'est marrant parce que mon mari est web designer et en fait, il crée souvent des sites one page et c'est toujours la guerre entre lui et moi parce que bah, d'un point de vue graphisme et design, oui, ça claque un site one page, mais d'un point de vue SEO, c'est atroce. Donc en gros, non, vraiment, Hicham, je te recommande de faire un site avec plusieurs pages parce qu'en fait, on dit une page égale un mot-clé cible. Donc à chaque fois que tu cibles un mot-clé, tu dois créer un contenu dédié à ce mot-clé-là. Et ça, tu peux pas le faire avec un one page. Ouais, tout à fait. Et puis on peut, alors si on regarde un peu et qu'on a l'œil un peu averti, on peut remarquer notamment que sur pas mal de sites qui travaillent leur SEO, vous avez soit dans le menu, soit encore beaucoup dans le footer, des pages, une page par ville. Par exemple, si tu es web designer, bah, nous on est en Normandie, donc ça va être à Caen. On va se retrouver avec des prestataires qui ont des pages bah, dans les villes aux alentours de notre ville. Donc pour une page par ville, par exemple. Donc c'est vrai que si on ouvre un peu l'œil, on peut remarquer ce genre de pratique qui fonctionne encore très bien. Voilà. Complètement. On peut enchaîner, donc c'était plutôt sur la fin de ta conf. On a Adrien qui demandait tu utilises ChatGPT pour rédiger ou jamais? Alors, honnêtement, ce que je fais, c'est que bon, déjà, de base, moi, je rédige pas trop, j'ai des rédacteurs qui rédigent, mais en gros, ce que je fais, c'est que d'abord, je fais toujours toute la phase de profiling. Une fois que j'ai ma phase de profiling, là, je vais demander au rédacteur, même s'il utilise ChatGPT, de l'utiliser avec les résultats de cette phase de profiling. C'est-à-dire que je vais jamais me lancer sur ChatGPT et lui dire: «Écris-moi tel article sur tel sujet». D'abord, je vais lui dire: «Ma cible, elle est ça, elle a peur de ça, ça, ça. Ces leviers d'objection qu'on va utiliser dans le contenu, ça va être ça, 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 ça. Est-ce que tu peux écrire un contenu?» Et en fonction du contenu qui me sort, là, je vais réécrire certains passages. Donc oui, pour utiliser ChatGPT en assistant, mais par contre, il faut réfléchir et l'orienter dans votre sens avec tout ce que vous avez appris sur la psychologie de vos utilisateurs. Après, moi, je conseille principalement d'utiliser, peut-être le Playground. Donc, ça passe directement par l'API, autre que ChatGPT et il me semble que les générations de contenu sont un peu plus foisonnantes. C'est-à-dire qu'on a potentiellement moins de chances d'avoir du duplicate, ou des choses comme ça, mais ça se fait très, très bien, hein, sur ChatGPT. Si en fait on veut rédiger 10, 20, 30 contenus, 50 contenus sur le même sujet, j'aurais tendance à conseiller du coup de plus passer uniquement par ChatGPT. Bon, ça c'était le petit bonus à côté. Mathieu qui a une deuxième question, je les prends dans l'ordre. Comment appliquer ces recommandations à des contenus informatifs qui n'ont pas de vocation à vendre un produit? Bah, tout pareil en fait, informatif par exemple, ça va être, la personne va se poser la question de comment faire pousser ses cheveux plus rapidement. On va traiter ces différentes questions dans l'article. On va essayer de montrer qu'on va ajouter du contenu qui n'est pas présent sur les autres résultats de recherche pour vraiment se différencier et on va lui mettre un call to action adapté. Donc par exemple, bah, télécharger notre guide là-dessus ou assiste à notre live avec un tel experte coiffeuse, machin, tout ce que tu veux, en respectant en fait son stade d'achat et en essayant de la pousser subtilement vers le deuxième stade qui est celui de la considération, donc dans lequel elle va pouvoir comparer ces différentes solutions. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut appliquer ces recos-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mathieu. Dis-nous dans le chat si ça répond bien à la question. Une question de Mascap, alors ça va être assez rapide. C'était quoi le tool pour LinkedIn? C'est Crystal Nose. Crystal Nose, alors c'est... Ouais, on voit plus mon écran. C'est Tu veux CR. qu'on le remette ton écran? Non, bah t'inquiète, de toute façon, c'est Crystal, donc CRYSTAL. Plus loin, Nose, donc KNOWS. Alors, je l'ai mis dans le chat du coup. Ouais, c'est une extension qu'on peut choper sur
sur les extensions Chrome là. Enfin, c'est une extension Chrome quoi. Et après, tu l'installes, tu te connectes à ton profil LinkedIn et ensuite tu vas sur ton profil ou sur celui de quelqu'un et tu la déclenches. Bah, en plus, je viens de voir en scrollant un petit peu qu'il y avait Joachim qui avait répondu, Crystal Nose. Donc, je pense que la question Merci était déjà Joachim. répondue. Merci Joachim, les attentifs. Clément qui nous dit mais Google corrige la SERP. Alors c'est peut-être lié à un des slides particuliers, c'était sur la fin de la conf. C'est un petit peu vague, je ne sais pas si ça te parle, Myriam. Est-ce que Clément, est-ce que tu pourrais juste préciser un petit peu la question et on revient dessus si on a des éléments un petit peu plus précis. Mais c'est peut-être lié à une de tes phrases en fait que tu as dit. Ouais, peut-être. Ouais, du coup, ouais, Clément, ouais, si t'étais, je te réponds. J'ai pas noté les détails du framework PAT, possible de le revoir. Ouais. Alors, je vais repartager l'écran. Alors, est-ce qu'il est ce framework? Ah non, il est bien après ça. Est-ce que c'était dans la phase de... Ah voilà. C'est problème, aperçu, teasing et transition. Donc, on mentionne le problème. Aperçu, on donne un aperçu de l'article, les grandes lignes abordées. Le teasing, ce que la personne va gagner en lisant notre article. Et ensuite, on met une petite phase de transition pour que ça passe fluidement à la première section de l'article. Merci. On a une autre question. Clément, il a précisé, il parlait du avec ou sans accent. En fait, pour la correction de la SERP. Ah, oui. Oui, alors est-ce qu'on parle de la correction quand on tape le mot et il nous propose un autre mot? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ou pas peut-être? Il propose, je pense que, je sais pas, j'imagine c'est ça, mais même s'il propose la correction du mot quand on écrit une requête dans Google, en fait, n'empêche que les gens vont taper le mot de cette façon-là, et donc du coup, ça va ressortir dans nos outils de gestion de mots-clés comme étant un mot-clé qui a été tapé 36 000 fois ou des choses comme ça. Moi, je préfère, tu vois, l'école de la sécurité, j'utilise toujours les deux. Et si j'ai honte, j'en cache un, tu vois, dans une balise alt derrière une image. Mais c'est tout, quoi. Mais j'utilise quand même les deux par précaution. Alors, d'autres personnes ne le font peut-être pas, mais en tout cas. Oui, non, mais c'est psychologique. C'est vrai que moi, tu vois, typiquement, je ne mets pas les accents. Et puis, quand je regarde ma mère, bah, elle met tous les accents. Bah oui, c'est ça. Après, il y en a qui sont très très bons. Et puis, il y en a qui tapent à l'arrache aussi. Enfin, on a tous tapé un petit peu à l'arrache sur Google. Ça arrive. Hein. Donc, à prendre en compte. Alors ensuite, on a... Oui, vas-y. Sébastien qui demande si tu couples ton contenu avec de l'ADS pour avoir plus de conversion. Franchement, oui, mais uniquement les contenus qui s'avèrent avoir le meilleur résultat de conversion, en gros. Je vais rarement pousser des contenus informatifs avec de l'ADS. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser des contenus sur lesquels j'ai des preuves qu'il y a des conversions. Et ça, pour ça, il faut installer un système de tracking derrière. Il faut vraiment avoir un système de tracking aux oignons. Et s'il vous plaît, pas de balise UTM, parce que ça, c'est la mort. Vraiment, il y a des gens qui sont très doués là-dedans. Je peux vous en recommander, qui font que ça, du tracking de données. Et en gros, l'idée, c'est que quand tu sais que derrière tes articles qui génèrent le plus de conversions sont article A, article B, article C, là, tu peux envoyer des ads sur ces articles-là. Mais fais pas ça avec tous tes articles, sinon c'est de la perte d'argent. Ouais, là, ça coûte vite cher. Bah, c'est ça, ouais. Et à moins de faire vraiment sur des pages où il y a une grosse conversion ou de l'intention d'achat, c'est vrai que ça peut pas forcément pertinent. Sonia, alors, juste Sonia qui demande si tu peux revoir rapidement la formule KEIR. Donc, on va peut-être réajouter ton PowerPoint. Alors, le KEIR, est-ce qu'il est celui-là? Non, je crois que je l'avais fait après le KEIR. Non, je l'ai fait avant le KEIR. Désolé, il y avait trop de trucs dans cette... Ouais, franchement, c'était qualitatif. Et puis, je pense que si tu veux, on pourrait peut-être partager aussi les slides. Ouais, carrément, il n'y a pas de souci, ouais. Super. Alors, le KEIR, du coup, c'est 4 moins P, entre parenthèses, divisé par 3, multiplié par, entre parenthèses, V, divisé par C. Se afficher quelques secondes, le temps que... Ouais, ça screen. Pas de souci. Exactement.
Ok, donc on va Et peut-être passer à la question suivante. je l'affiche, c'est bon, Jackie? Ouais, vas-y. Hop. Pourrais-tu nous rappeler le nom des plateformes forums à utiliser pour aller chercher les questions craintes des clients? Alors Amazon, les avis, il y a aussi, des questions-réponses dans Amazon. En fait, vous tapez le produit ou un produit qui se rapproche de ce que vous vendez. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, ça va être simple, ça va être, un complément alimentaire ou je sais pas, un truc pour la gymnastique ou n'importe quoi, ça va être simple. Vous allez directement sur le produit, vous regardez le produit qui est le mieux vendu, donc le numéro 1 des ventes et ensuite derrière, vous regardez les avis, le nuage de mots-clés, les questions posées, les questions-réponses qui sont posées autour de cet article. Si vous vendez un service, c'est plus compliqué. Dans ce cas, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous rendre sur les livres qui traitent de la thématique de votre service. En gros, par exemple, je vends une formation management, je vais regarder les bouquins qui traitent, du management et je vais regarder, en fait, dans les avis, les questions qui taraudent, ma cible par rapport au management, d'accord? Pareil pour Jackie, par exemple. Jackie, c'est les backlinks, bah, je vais regarder les bouquins qui parlent du SEO, des backlinks, des choses comme ça. Donc en gros, on a Amazon en premier, grosse source de knowledge. Ensuite, on a Quora, donc c'est QUORA pour ceux qui connaissent pas, donc c'est la plateforme de questions-réponses avec des votes pour la meilleure réponse. Et en fait, n'importe quel forum qui traite de votre service. Enfin, il y a forcément des forums. Si vous vendez des backlinks, par exemple, bah, il y a forcément des forums SEO. Si vous vendez, des coachings en vente, il y a forcément des forums, commerciaux. Allez-y, allez-y à fond les ballons, espionnez ce que les gens racontent et faites votre analyse, regroupez en fait toutes ces informations-là, quoi. Ouais, ça c'est super tips que j'utilise pas mal aussi, notamment, bah, nous on a créé notre outil SaaS et donc on a été voir ce que les gens disent des outils concurrents pour comprendre en fait les problématiques de ce qu'on fait. Ça nous permet voilà, de sonder un public qu'on n'a pas tout à fait encore. Donc pour chaque métier, il y aura des sites ou des forums spécifiques et il faut vraiment pas hésiter à aller voir et à aller lire, quoi. Ouais, Comprendre son audience, c'est hyper important. c'est la grande richesse d'internet, hein. Tout à Et fait. une dernière question de Nathalie qui rebondit un peu sur ce que tu disais. Pourquoi c'est la mort avec un tracking UTM? Alors alors ça, en gros, je sais qu'il y a 2 écoles et en fait, il y a plein de référenceurs qui ont chacun leur idée sur le sujet. Moi, personnellement, je déteste les tracking UTM parce que souvent, c'est mal géré, ça finit en contenu dupliqué, les gens ont oublié de mettre leurs balises canoniques et cetera et ça peut vite faire des problèmes techniques. Et je trouve que c'est pas cool et en fait, c'est même limite un peu obsolète, au final. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont assez balèzes, qui utilisent Google Tag Manager, pour mettre en place tout leur tracking et en fait, c'est net. Il y a pas de tu vois? Il y a pas tout ce mélange d'informations qu'on peut avoir avec des UTM. Tout est bien clair, en gros. On Tu sait quel déclenches sur telle page, tel événement. exactement et en fait, je vous conseille vraiment d'avoir un tracking propre. Il faut un tracking propre pour prendre des décisions éclairées parce que quand c'est vite le bordel, en fait, les UTM et tout le reste. Donc voilà. Comme rappelle, Sébastien, avec le consentement, attention au RGPD. Oui. Traquer, de manière propre, ça fait partie de ça. On a terminé les questions, je crois pas que j'en ai Oui, bah, oublié. on est pas mal, on a un peu dépassé le temps, mais il y avait quand même quelques questions. Donc, Top. c'est super cool qu'on ait pu répondre à tout. Vous avez été plus de 350 personnes en live pour Myriam. Merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, c'était vraiment très quali. Et bah, Donc, j'avais franchement très, très cool de t'avoir eu chez nous. Merci beaucoup, les gens sont très contents et puis ta présentation sera en replay. OK, super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très, très Merci cool encore. Merci à toi. et On se dit, à bientôt. oui, à bientôt, à Salut, plus. bonne fin de journée. Salut. Vous aussi, salut, ciao. Merci beaucoup.